Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc présent en force au sommet africain sur les engrais et la santé des sols à Nairobi, au Kenya. Sujet de la plus haute importance puisque l'avenir alimentaire de l'Afrique et de la planète est africain. Avec 60% des terres arables mondiales, la révolution verte en Afrique est possible si les bons ingrédients sont réunis, à savoir une terre durablement fertile, un usage efficient de fertilisants de haute qualité et des stratégies agricoles intégrées. Ce sont là précisément les instruments que le Maroc déploie dans le cadre de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une vision axée d'abord sur l'humain, à travers le développement socio-économique du monde agricole qui implique la création de richesses, la création d'emplois et aussi et surtout la sécurité alimentaire. Et dans l'esprit également du hadith Nabawi Sharif qui dit « Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ». Et justement, les aspirations du souverain pour son peuple sont les mêmes que celles qu'il porte pour les pays africains frères. Propos d'ailleurs cristallisés dans cet extrait du message royal adressé aux participants du Forum Grand Montana en mars 2019 à Dakhla. Je cite le souverain. L'engagement du Maroc pour l'Afrique et en faveur d'une coopération sud-sud agissante n'est pas le fruit de circonstances ni d'intérêts étriqués. Depuis notre intronisation, nous n'avons eu de cesse de plaider pour une solidarité active, fraternelle et mutuellement bénéfique, car nous considérons que l'Afrique, notre continent, est notre devoir, notre responsabilité, notre chance. Fin de la citation royale. La sécurité alimentaire est une priorité stratégique qui passe intrinsèquement par un partage d'expertise grâce à l'engagement du bras opérationnel de cette vision, le leader continental et mondial sur le marché des engrais. Grâce à sa stratégie 360, le groupe OCP, en plus de dédier 20% de la production d'engrais à l'Afrique, le groupe OCP a également accompagné à ce jour des centaines de milliers de petits agriculteurs en Afrique. Le groupe OCP s'appuie ainsi sur la proximité et compte 12 représentations aux 4 coins du continent avec 8 projets industriels à ce jour. Des chiffres qui confortent le plaidoyer marocain de créer un consortium africain pour l'innovation en agriculture. Et en parlant d'innovation, se joint à nous depuis Ben Guiri, le directeur du Centre d'innovation agricole et de transfert de technologie de l'Université Mohamed VI Polytechnique, Dr Mohamed Gharouss. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Merci, madame. Et en distanciel aussi, avec nous, le directeur général du cabinet de conseil spécialisé sur le marché des engrais en Afrique, Mounir Halim. Docteur Halim, bonsoir et bienvenue à vous également dans l'émission ce soir. Merci madame, merci pour l'invitation. Avec moi en plateau, le doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Il est également expert dans les questions d'agroéconomie. Il s'agit du professeur Ali El-Harichi, qu'on ne présente plus. Toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau aussi, Ali. Toujours le plaisir est pour moi, Lalla Khadija. Marhaba. Marhaba, surtout pour des sujets aussi stratégiques et importants pour l'avenir du Maroc, pour l'avenir de son continent. Se joindra à nous en cours d'émission Hamza Al-Khachaham, cofondateur d'une start-up marocaine, Sowit, qui fournit des systèmes d'aide à la décision aux agriculteurs africains. Et cela va des groupes agro-industriels aux petits agriculteurs pour justement cibler leurs besoins d'information et d'optimisation. Hamza est d'ailleurs un co-auteur du rapport publié par l'Union africaine, Les drones à l'horizon, transformer l'agriculture africaine. Il va se joindre à nous pendant cette émission. Mais avant, donc l'actu, c'est bien sûr ce sommet africain sur les engrais et la santé des sols. C'était à Nairobi, au Kenya. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger y représentait Sa Majesté le roi Mohamed VI aujourd'hui. Je vous propose d'écouter cette déclaration de Nasser Bourita dans le cadre de ce sommet africain sur les engrais et la santé des sols. تعليمات من جلالة الملك محمد السادس المملكة المغربية حاضرة. Suite aux instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc prend part activement aux travaux de ce sommet sur les engrais et la santé des sols organisé par l'Union africaine. Sa Majesté le roi a insisté pour que la représentativité du gouvernement soit assurée à travers le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Agriculture, mais aussi l'Office chérifien des phosphates, qui joue un rôle important durant les travaux de ce sommet. L'agriculture revêt la plus haute importance dans la vision royale de la coopération sud-sud et dans la vision de Sa Majesté le roi pour la coopération entre les pays africains,
puisque l'agriculture n'est pas seulement liée à la sécurité alimentaire, mais elle joue aussi un rôle social et un rôle essentiel pour le développement économique. Et l'avenir de l'Afrique, comme le souligne Sa Majesté le Roi, est lié au développement de son agriculture et aussi au développement de ses zones rurales. Ali El-Harichi, on va analyser un peu cette déclaration parce qu'elle porte beaucoup de messages. Il y a d'abord ce triptyque. Quand on parle de triptyque, c'est-à-dire que l'agriculture n'est pas que du ressort, ou même la coopération agricole n'est pas que du ressort du département de l'agriculture. Elle émane de 3 départements différents, à savoir le ministère de l'Agriculture, le ministère des Affaires étrangères et le groupe OCP. Si on peut aller dans le détail avec vous et l'analyse de ce triptyque et aussi de cette vision de développement sud-sud à travers ce secteur vital qu'est l'agriculture. D'abord, quand vous parlez de triptyque, effectivement, on parle d'abord de l'OCP. L'OCP, c'est l'institution qui a fait de très grands pas, des pas de géant depuis un siècle, et surtout dans ce siècle-là, avec le développement des engrais, puisqu'on parle d'engrais, mais des fertilisants, mais aussi l'accompagnement de l'agriculture, non seulement par la production des engrais et des fertilisants, mais dans le travail avec les agriculteurs et les fermiers pour une agriculture durable. Donc ça, c'est le département, si vous voulez, c'est la technique, c'est le technologique. Et puis, nous avons le ministère de l'Agriculture. C'est évident, puisque le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère qui accompagne le développement agricole dans un pays, c'est-à-dire sur le plan national. Et quand on parle du troisième instrument, du ministère des Affaires étrangères, et là, nous voyons l'expression de la politique étrangère du Maroc, de cette coopération sud-sud, et de cette vision de Sa Majesté pour accompagner, c'est-à-dire les pays africains, nos pays frères, comme vous avez dit tout à l'heure, dans le développement d'une agriculture durable, et non seulement une agriculture durable. L'Afrique est un continent où il y a presque 60% des terres arables qui ne sont pas encore exploitées. Exact. On parle il n'y a que 40 millions d'hectares qui est exploité sur 400 millions d'hectares. Et cet accompagnement à travers donc, la politique étrangère du Maroc, à travers le savoir-faire du ministère de l'Agriculture, des techniciens du ministère, et à travers, bien sûr, l'OCP, fait un tout pour accompagner, d'abord sur le plan national, mais aussi sur le plan extérieur, cette politique étrangère du Maroc qui s'inscrit surtout dans la coopération sud-sud avec le continent africain pour un développement durable et pour une sécurité alimentaire, comme vous l'avez évoqué, comme le cœur de l'ensemble de la politique ou de la vision, de la politique publique, de la vision de Sa Majesté, le roi Mohammed VI. Donc tout cela nous permet d'avoir d'abord une expertise au Maroc et aussi la déclinaison de cette expertise de point de vue technique et de point de vue savoir-faire sur le continent africain. Et les résultats sont là. Avec l'OCP... Nous allons y venir aux résultats. Je voudrais juste peut-être interpeller le docteur El Gharous sur ce concept d'échange et de partage de savoir-faire. Comment prend-il forme ? On a beaucoup de chiffres justement sur les résultats de cette stratégie du groupe OCP à travers OCP Africa et sur quel domaine cette structure-là intervient sur le terrain. Ce que je peux dire en fait, avant de se lancer dans cette question, quand on parle, la conférence sur la santé des sols est venue au moment opportun parce que nous expérimentions plusieurs dégradations. Il y a une dégradation des sols à l'échelle mondiale, mais en particulier à l'échelle africaine. Conscient de ce problème, au niveau de l'UM6P, de l'Université Mohammed VI Polytechnique, avec ses partenaires OCP Africa et la Fondation OCP,
nous avons initié un certain nombre de partenariats et ça a commencé avec des contacts avec des institutions de recherche et d'enseignement au niveau de différents pays africains. Et aussi, nous avons développé un nombre de projets, de partenariats, là où on implique un peu les étudiants des différents pays dans l'objectif de faire leurs recherches et leurs thèses au niveau de ces pays. Donc, c'est comme ça qu'on a initié notre partenariat. Et actuellement, on peut être fier du réseau que nous avons pu développer au niveau de l'Afrique sur plusieurs pays grâce à la Fondation OCP, grâce à OCP Africa. Nous sommes présents à plus de 14 pays en Afrique avec différentes activités. Certains sont liés à la fertilisation, certains sont liés au développement des cartes de fertilité, certains sont liés pour la séquestration du carbone et d'autres pour la chaîne de valeur, parce que le problème en Afrique aussi, c'est l'accessibilité à ces intrants par les petits agriculteurs. La durabilité de la ressource en termes de sol, ce sommet africain et aussi s'intéresse aussi à la question des engrais. Docteur Halim, qu'en est-il de la durabilité de la ressource justement en fertilisant pour l'Afrique? Justement, c'est une très bonne question, madame, parce que j'allais dire sur la durabilité des ressources, on a un grand avantage ici au Maroc déjà d'avoir des ressources de phosphate qui sont de plus de 60% dans le monde. Et à terme économique pour l'extraction de phosphate, ça peut durer déjà plus que nous, donc des centaines d'années. Donc au niveau de ressources, pour les matières premières qu'on utilise pour la production des engrais, certainement un des éléments primaires, c'est le phosphate, et on l'a au Maroc. Il y a d'autres fertilisants primaires, nutriments primaires, effectivement. Ça, c'est la potasse. Je crois qu'on a un petit peu de potasse au Maroc, mais certainement, elle se trouve dans la Russie, Canada, ainsi de suite. Oui. Troisième élément primaire, c'est l'azote. Et l'azote, on l'a dans l'air. C'est partout. Donc, on a les ressources pour les engrais. Alors justement, le Maroc est conscient de l'impact direct qu'il y a entre les engrais et la sécurité alimentaire. Un mot là-dessus, docteur Larousse, sur cette relation de cause à effet finalement. Vous avez très bien analysé l'aspect des sols, mais qu'en est-il des engrais et surtout l'utilisation de cette denrée en Afrique qui reste en deçà des besoins et des attentes pour atteindre une certaine production et donc aspirer à une sécurité alimentaire au niveau du continent? De la nutrition des plantes, généralement, toute plante a besoin d'environ ce qu'on appelle des éléments essentiels, de 16 éléments, 16 minéraux. Mais comme ce que le public connaît, c'est que les engrais NPK, l'azote, phosphore et le potasse. Ça, parce que ce sont des macro-éléments, c'est les éléments dont les cultures ont besoin de quantités de grandes quantités. C'est pour ça qu'on les trouve dans les engrais visibles. Mais généralement, dans les sachets d'engrais, il y a d'autres éléments qui existent, mais qui ne sont pas mis en valeur parce que ce sont des petites quantités, mais ils sont très importants pour la croissance des cultures. Et qu'est-ce que justement, en parlant de croissance des cultures, quelle est la valeur ajoutée d'un usage efficient? Parce qu'il ne s'agit pas que d'utiliser les engrais, c'est là où réside justement l'importance d'avoir le savoir-faire. Il ne s'agit pas que d'utiliser les engrais, mais de les utiliser de manière efficace. Et si ils sont utilisés de manière efficace, notamment pour l'Afrique, quelle est la valeur ajoutée? Quel est finalement le rendu d'une telle utilisation, le rendement, pardon, en termes de rendement, qu'est-ce que cela change ou pourrait changer? Effectivement, l'apport des engrais n'a pas de sens en termes de quantité,
mais c'est l'efficience ou la rentabilité des éléments qu'on ajoute au sol et comment on peut améliorer l'efficience d'utilisation des éléments, c'est en comprenant bien le cycle de la croissance de la plante, parce que ça varie d'une espèce à l'autre, parce que les besoins en éléments nutritifs ne sont pas les mêmes pour toutes les cultures. C'est pour ça l'étude scientifique, de savoir un peu les besoins de ces cultures est primordial. Et une fois on a cette information, on se base sur cette information pour faire un apport raisonné, qu'on appelle un apport raisonné des engrais, selon les besoins de la culture, et les besoins de la culture selon le stade végétatif de la culture. Donc, l'approche sur laquelle on travaille, et beaucoup d'institutions ont déjà travaillé sur ça à l'échelle internationale, qu'on appelle l'approche 4R, ou 4B. R, c'est le mot anglais, right? C'est les 4R, c'est la bonne source d'engrais. C'est-à-dire, quand je dis la bonne source, dépendant de la richesse du sol en éléments nutritifs et dépendant du besoin de la culture, je peux apporter qu'un seul élément, si les autres sont disponibles. Ou bien 2 éléments. C'est pour ça qu'on dit la bonne source. Il faut apporter la source qui contient l'élément le plus demandé par la culture, qui est absent dans le sol et que la plante en a besoin. Le deuxième B ou deuxième R, c'est la bonne place. Il faut mettre cet engrais à la bonne place au niveau du sol, qui doit être un peu accessible par les racines, sachant que dans les cultures annuelles, vous savez, les racines commencent à des petites, ils n'ont pas beaucoup d'espace qu'ils exploitent, et là, ils ont besoin d'éléments. Donc, l'emplacement de cet élément, de cet engrais à proximité de ces racines est très important. Le troisième, c'est le bon moment. On dit le bon moment, c'est-à-dire le moment, il faut apporter l'engrais là où la culture en a besoin. Et justement, décrire l'action, par exemple, du groupe OCP sur ces 4B ou 4R selon la langue, le groupe intervient sur ces 4 aspects-là, sur 4 phases-là. Juste. Donc, le groupe, quand on parle groupe, c'est à travers ces écosystèmes. Absolument. L'OCP Africa, la Fondation, l'Université Mohamed VI Polytechnique, et aussi des départements au niveau de l'OCP qui sont chargés de ça. Donc, l'objectif, c'est ça, d'intervenir parce que la sustainabilité ou la durabilité de la ressource sol ne peut être faite que si on maintient sa santé. Et la santé, on peut l'expliquer. Comment? Parce qu'on parle de la santé des sols, mais c'est quoi la santé des sols? La santé des sols, c'est qu'un sol doit être aéré, doit être riche en éléments nutritifs, doit avoir une teneur de la matière organique élevée. C'est ça la santé des sols. Très bien. En fait, voilà, c'est ça, le groupe, il est d'une certaine manière garant de la gestion durable des ressources. Docteur Halim, je voudrais vous interpeller sur ce constat qui a été fait déjà en 2006. C'était à Abuja, cette fois au Nigeria, par l'Union africaine lors d'un sommet. C'est sur l'utilisation des engrais sur le continent. Certes, les besoins sont très élevés, mais sur le terrain, la réalité est autre, alors que ce ne sont pas les ressources qui manquent, c'est-à-dire des terres fertiles, arables, des ressources hydriques, et j'en passe. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est juste une question d'accessibilité financière à la ressource, ou y a-t-il d'autres éléments qui entrent dans l'équation et qu'on pourrait peut-être... En fait, l'idée, c'est aussi de vous interpeller sur les alternatives pour démocratiser l'accès à la ressource en fertilisant sur le continent africain. Ok, très bien. Si vous permettez juste pour ajouter un petit point sur l'intervention d'OCP. Donc, pour les 4 R que Serraros a dit, il y a des éléments comme les formations des agriculteurs pour savoir quel engrais utiliser, dans quel sol. Des milliers de fermiers d'ailleurs. L'OCP aussi, je crois, a investi plus de $8 millions pour
pour réaliser une cartographie des éléments nutritifs des sols. C'est exactement ce que Cyrus était en train de parler, de discuter, pour savoir exactement quelle formule d'engrais, avec quels nutriments et micronutriments, etc. Donc, juste une petite remarque. Donc, pour revenons sur déjà ce qui s'est passé à Abuja en 2006. Donc là, on est plus que pratiquement presque 20 ans de plus, alors que l'objectif était d'avoir d'une augmentation, de passer de 8 kg à l'hectare à 50 kg à 2015. Donc, 10 ans plus après, on n'est pas là, on est très loin de ça, on n'est même pas au milieu de 50. Ça varie, mais c'est autour de 20-25 kg par hectare. Maintenant, ça, c'est la petite mais grande différence entre Abuja et Nairobi. Presque 20 ans de différence. À Abuja, il y avait un objectif quantifiable qui était fixé, ce 50 kg. Dans la grande différence, et là, on attend toujours le texte du sommet. Je l'ai ici, ça c'est le projet texte avec toutes les déclarations. Ben, il n'y a pas, il manque une target claire. Il n'y a pas de chiffres. Par contre, il y a beaucoup de recommandations. Oui. Maintenant, si je reviens, il y a aussi un petit truc qui est intéressant, qui a conjointement les engrais organiques et inorganiques sont mentionnés. Mais si je reviens sur le défi, je crois que c'est le point que vous demandez, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Parce que là, on parle de 54 pays, différentes cultures, différents climats, différentes économies. Il y a certainement un accès limité, même si la disponibilité d'engrais est partout et surtout du Maroc vers pratiquement tout le continent. Malheureusement, de nombreux agriculteurs, en particulier les petits exploitants, éprouvent des difficultés à accéder aux engrais en raison de facteurs tels que le coût élevé pour certains petits fermiers, la disponibilité limitée dans certaines zones rurales et aussi l'infrastructure inadéquate pour la distribution. Donc, quand on met tous ces éléments-là ensemble, et sur certaines régions, on a un accès limité. Il y a aussi l'accessibilité financière. Parfois, les engrais sont coûteux. Quand le prix, je parle du marché du trade mondial, l'Afrique suit, même s'il y a parfois des discounts, des subventions. Parfois, on peut avoir des prix élevés coûteux. Mais pire que ça, il y a aussi le procurement des engrais en Afrique, dans certains pays ou dans certaines régions, n'est pas vraiment adapté à un marché qui bouge rapidement. Quand on voit des mouvements de prix d'une semaine à une autre avec 20 à 30% d'augmentation ou parfois de descente. Donc, on n'est pas vraiment équipé pour la majorité des agriculteurs africains pour suivre le déroulement du marché mondial qui impacte directement ce qui se passe en Afrique. Après, il y a la connaissance et la sensibilisation. Il y a beaucoup, parfois, manque de connaissances et de sensibilisation parmi les agriculteurs sur les avantages des engrais, sur la manière d'utiliser. Et c'est là où, par exemple, OCP intervient sur des formations des agriculteurs. On parle quand même d'un reach qui est important. On parle de millions de petits agriculteurs en Afrique pour OCP Africa. C'est-à-dire que... Tout à fait. Et donc, c'est un peu une vision, et c'est aussi cela, cette approche marocaine, professeur El-Hariji, c'est une vision holistique. Tout à fait. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là juste pour vendre une ressource, parfois même il y a de la générosité, de la solidarité, surtout vis-à-vis de certains pays, avec des dons, mais il ne s'agit pas là que de se limiter à la ressource. Qu'est-ce qui fait l'unicité de l'approche marocaine en ce qui concerne cette question d'engrais et de sécurité alimentaire sur le continent? En effet, quand vous parlez de la ressource peut être... Le Maroc produit des engrais et les fertilisants, mais il y a aussi d'autres pays qui le produisent. Donc ce n'est pas que la ressource qui est bien sûr, elle est importante, mais comment utiliser cette ressource? Et comment utiliser, je pense que les professeurs ont parlé sur le plan technique, c'est-à-dire des besoins du sol, des besoins de la plante pour se nourrir, pour donner une graine, puis un fruit, puis une graine.
Et ces besoins-là, il faut le faire d'une manière scientifique. Donc l'OCP ou l'OCP Africa apporte la technicité scientifique pour un bon usage de la ressource et de l'agriculture. Donc l'ingénierie agronome apporte avec ces écoles, donc le CP Africa, c'est l'accompagnement du petit agriculteur. Parce que là, on n'est pas devant des grandes superficies agricoles, ce sont des petits agriculteurs, des petits fermiers, donc, et qui sont accompagnés pour produire dans un sol avec un roulement du sol. Je pense que cela a été cité parce que parfois il y a la monoculture, la même culture qui se répète et le sol va s'appauvrir en matière organique par rapport à cette culture. Donc parfois, normalement, il y a le défrichement, il y a les terres jachères, mais le fait de renouveler ou de changer de culture ou de plantes cultivées dans le même sol fait que ce sol se nourrit de lui-même, donc de cette rotation. Et ce qu'apporte l'OCP Africa, c'est toute cette technicité. Ça, c'est un versant de la technicité, mais il y a beaucoup de choses. Donc l'ingénierie. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont cette technicité c'est l'expérience marocaine. Le Maroc est un pays quand même qui a développé. Il y a l'Institut agronomique et vétérinaire, Hassan II, il y a l'école de Meknès d'agronomie, il y a l'OCP. Donc aujourd'hui, tout cela a fait quand même le Maroc est un pays qui s'est développé donc la technicité agricole. Donc tout cela a fait donc toute cette ingénierie, cette technicité. Elle est sur le plan national. Maintenant, elle est partagée avec les fermiers africains, puisque le Maroc aussi, il y a les petites parcelles. Et ces petites parcelles ne sont pas viables si on est dans la monoculture, même si on a les engrais, quel que soit le prix. Donc, il y a l'engrais, il y a le fertilisant, mais il y a l'apport. Il y a, je pense, les écoles, par exemple, avec l'OCP Africa, les School Labs, c'est l'accompagnement, comment produire dans ce sol-là le meilleur de ce sol avec tout ce qu'il faut, donc tous les oligo-éléments dont il a besoin, toute la matière organique. Et ça fait donc, c'est de la production. On est dans le développement durable, dans l'agriculture durable. Et c'est ce qui fait que les résultats ont été intéressants sur les 4 millions de fermiers qui ont été accompagnés. Donc, on leur apprend. C'est des agriculteurs. Parfois, vous partez chez un agriculteur, il vous dit « Moi, mes ancêtres faisaient ça et ça marchait bien. » Oui, mais quand on apporte de la science, ça marche encore mieux. Ils sont réceptifs aussi. Mais bien sûr. Si on dit que la récolte va être augmentée de 50%, un hectare donnait 700 quintaux, par exemple, par rapport au blé. Maintenant, on est à 50 quintaux et plus, parce qu'il y a de l'accompagnement scientifique. Et tout cela fait que c'est l'apport qu'apporte le Maroc. Il y a les dons dont vous avez parlé, et il y a la technicité, et il y a l'accompagnement, et cela, c'est très important. Vous avez parlé de socio-économique, parce qu'on permet à ces gens-là de rester dans leur terre, de ne pas faire de l'exode rural parce que la terre ne donne rien, et donc on permet un enracinement, mais en même temps une production de richesse. Et une émergence aussi, une émergence, création de richesse, une émergence d'une classe moyenne rurale. C'est pour ça qu'en fait, il y a une transposition à faire dans la vision des plans sectoriels, et d'où l'approche de la stratégie intégrée dont je parlais un peu plus tôt, et aussi de transposer cela. Bien sûr, il y a 54 pays sur le continent africain. Chaque pays a sa spécificité, ses sols. Mais est-ce qu'on est, vous pensez, en toute objectivité, on est capable aujourd'hui de transformer l'Afrique pour qu'elle soit génératrice ou qu'elle cesse d'être importatrice de denrées alimentaires? Bien sûr, l'Afrique, avec toutes ses terres, elle doit exporter les denrées alimentaires. L'Afrique, elle a toutes les richesses qu'il faut, c'est-à-dire humaines, mais c'est un investissement dans l'homme, c'est un investissement dans la science et par l'homme pour pouvoir produire de cette terre le meilleur d'elle-même, et le retour se fait sur les populations et sur les sociétés. Donc, ce qu'il faut, c'est rester dans cette voie-là et sur la sincérité et sur la coopération sud-sud. Parce qu'une Afrique qui est, je ne dirais pas un panafricanisme, une Afrique unie pour un agenda 2063 pour arriver à tous les objectifs, c'est-à-dire de cet agenda-là, on ne peut qu'aller ensemble pour un résultat donc meilleur pour tous.
Meilleur pour tous, et ça passe justement par la jeunesse et par la formation. Un dernier mot rapidement avant qu'on joigne Hamza Rkha, professeur El-Gharouss, sur les étudiants peut-être aussi qui sont formés dans les instituts marocains. Un mot là-dessus pour qu'on passe aussi, qu'on parle d'agritech avec notre quatrième invité. Par exemple, nous avons comme exemple des bourses pour des étudiants africains qui viennent au niveau du Maroc, soit à l'UM6P ou bien dans les écoles l'ENA ou l'Institut agronomique, pour leur degré, soit de master, soit de PhD. Et on utilise ces étudiants comme nos ambassadeurs lorsqu'on veut développer un partenariat dans le pays concerné. Donc, en même temps, oui, je vous laisse finir. Il y avait plusieurs visites. Il y avait des visites des étudiants des universités africaines comme Anta Diop, Cheikh Anta Diop du Sénégal, où ils passent un certain temps de leur formation au niveau de l'UM6P. Et une fois ils sont au Maroc, donc ils bénéficient aussi des visites chez les exploitations marocaines, voir un peu les techniques utilisées. Et en même temps, en plus de ça, il y a les visites des agriculteurs. Nous avons même, vous savez, en Afrique, il y a, comme on appelle, les chefs de village. Ils ont le pouvoir de décision. Et pour accéder à ces fermiers, il faut que vous serez bénévole ces chefs de village vous acceptent. Donc, nous avons fait c'est-à-dire une approche ou une vision d'inviter 10 chefs de village de Côte d'Ivoire pour visiter le Maroc. Ils ont visité toutes les exploitations du nord au sud pour leur montrer que leurs exploitations peuvent être développées, peuvent produire. Voilà. Donc, la ressource humaine, il est très important de travailler sur la ressource. Merci, docteur Mohamed El-Gharouss. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et nous joignons tout de suite donc Hamza Rkha, qui est cofondateur d'une start-up spécialisée dans l'agritech. En fait, c'est un peu la nouvelle génération et c'est ce qui bâtit aussi de nouveaux ponts avec le secteur agricole entre, j'ai envie de dire, les acteurs de ce secteur en Afrique. Bonsoir Hamza Rkha et merci de vous joindre au débat. Bonsoir. Alors, à l'instant, on évoquait l'importance et finalement, c'est l'essence aussi de l'approche marocaine qui met l'humain au centre des priorités et au centre des stratégies aussi qui sont déployées, soit au niveau du département de l'agriculture, soit au niveau du groupe OCP, comme ça a été expliqué. On va aller toujours plus en profondeur dans l'humain. Vous accompagnez aussi à votre niveau des agriculteurs. Quels sont les besoins réels aujourd'hui de l'agriculteur africain? On ne généralise pas, mais il y a certainement un point commun. Et comment répondre à ce besoin avec la technologie, avec l'innovation, avec finalement ce Made in Maroc de l'innovation que vous représentez? Bien sûr, sans essentialiser, effectivement, les situations sont très variables. Vous avez parlé des consommations d'engrais. On est à 5 kg/hectare au Libéria, à 104 en Afrique du Sud, donc c'est très difficile de tenir des discours qui sont uniformes. Par contre, il y a 3 éléments qui sont extrêmement importants. On peut parler longtemps d'engrais, mais sans financement, on n'ira pas très loin. L'agriculture représente 40% du PIB africain, elle emploie 70% des Africains, elle représente seulement 3% de l'investissement. Donc on parle de 40% de l'activité, 3% de l'investissement. Il se trouve que l'agriculteur africain, quand il a besoin d'utiliser 70 kg d'engrais, parce que c'est justifié par tout ce que justement les éminents professeurs présents ici ont bien documenté, dans le besoin de la culture, dans le potentiel de rendement, dans la marge que ça lui apporte en plus, ainsi de suite. Il se trouve que quand la poche est vide, elle est vide et il ne peut pas le faire. Et donc s'il n'y a pas des instruments de financement qui lui permettent de le faire et de le valoriser sur le temps long, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous appelez par instrument de financement? Est-ce que, par exemple, c'est au niveau local? Est-ce que c'est un financement qui doit se faire via des mécanismes
multilatéraux, style Banque africaine de développement? Quel style de financement? Surtout qu'on connaît aussi la réalité de plusieurs économies africaines qui reposent sur la microfinance ou d'autres moyens innovants de financement. En fait, par financement, on a effectivement la chance au Maroc d'avoir été leader sur un certain nombre de sujets technologiques, mais aussi de financement. Par financement, j'entends par exemple, aujourd'hui, la loi d'agrégation au Maroc, elle permet d'agréger des agriculteurs et de leur apporter des services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en agrégeant des agriculteurs, en les consolidant, on fait des économies d'échelle sur les services qu'on leur apporte et on joue sur leur production pour rembourser le coût du service. En somme, le collatéral, ça devient la production. Et donc, plutôt que de retomber toujours dans des logiques d'instruments financiers classiques, on collatéralise avec un certain nombre d'éléments de caution personnelle solidaire, par exemple, qui n'auraient pas de sens dans un schéma rural, ou même parfois de collatéral foncier qui parfois avoue ses limites. Et ben, on va chercher du financement innovant, c'est-à-dire à construire des outils qui vont reposer, par exemple, sur le fruit même de cette production. Il se trouve même d'ailleurs que ce fruit-là, on va dire financé en s'appuyant sur la production comme collatéral, c'est même quelque chose qui s'appliquait à l'époque de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, où on finançait les produits de date en avance, parce qu'on considérait qu'ils avaient besoin d'avancer un certain nombre de frais en finalement crédit de campagne, et que c'était légitime de financer un produit qui n'était pas encore à jour, alors que dans l'économie classique, ça ne l'est pas. Donc, c'est des instruments locaux qui reposent sur des mécanismes locaux qui visent à dérisquer l'agriculteur, à lui permettre d'accéder au financement en échange d'un collatéral et d'un accompagnement qui permet finalement de se payer sur sa production. Et donc, ça peut être déployé par des microfinances, ça peut être déployé par des banques. Nous, par exemple, on déploie ces schémas aujourd'hui dans plusieurs pays africains, où plutôt que de dire à l'agriculteur, viens utiliser ce produit-là, viens utiliser cette technologie-là, on le voit plutôt sous une démarche holiste, où on finance sa campagne, on se paye sur sa production, on lui permet d'adopter les services. Et donc, le financement, je dirais que c'est le premier point qui est central, c'est que pour que ces agriculteurs-là puissent émerger, et c'est d'ailleurs le cas en Chine ou en Inde, qui sont les principaux pays financeurs de l'agriculture et de l'agriculteur en pourcentage de leur PIB, il faut financer cette montée en compétences qui est finalement une amélioration de l'itinéraire technique du producteur. C'est intéressant que vous parliez de la Chine et de l'Inde, parce qu'ils sont aussi dans l'agriculture en Afrique, hein, et ils sont en train d'étendre un peu leur présence sur le sol africain. Et c'était juste une petite parenthèse que j'ai ouverte, on va peut-être commenter dessus. Je peux vous laisser finir. Excusez mon interruption. Il n'y a pas de souci, mais très très vite sur un deuxième point qui est essentiel, la fonction de rendement, la fonction de productivité, ce que produit un agriculteur en fin de compte, c'est résultat de la génétique, de ce qu'il cultive, la plante, de ses pratiques, donc qu'est-ce qu'il va faire, et de l'environnement, le sol, le climat, ainsi de suite. C'est une fonction, c'est une équation avec une variabilité. Il se trouve qu'en Afrique, et effectivement, je pense que les professeurs présents ici seront d'accord avec moi, il y a encore beaucoup d'efforts à faire en termes de recherche. On a par exemple l'INRA qui a fait un effort exceptionnel au Maroc sur la recherche génétique pour amener des variétés qui permettent aux agriculteurs marocains de cultiver par exemple les céréales avec de la résistance à certaines maladies, comme la rouille, qui peut amener jusqu'à 30% de perte de rendement, ou par exemple la résistance à des problématiques de stress hydrique. Cet effort génétique-là, tous les agriculteurs en ont besoin, c'est-à-dire de cultiver des plantes qui sont adaptées à leurs conditions de culture. Contraintes d'eau, contraintes de maladies, contraintes de type de sol. Et contraintes, il y en a des milliers, mais par contre, il faut un effort de recherche pour s'adapter et permettre à l'agriculteur de réaliser ce potentiel de rendement sur le continent africain. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire d'un point de vue recherche pour amener des variétés et des cultures qui permettent à l'agriculteur africain, aussi avec un minimum d'efforts, justement par l'effort de la génétique, de performer. Et le troisième point qui, je pense, est commun aux agriculteurs africains et qui est essentiel, parce que pour le coup, il est spécifique, c'est finalement l'agriculture, c'est la culture, c'est la ruralité, c'est la campagne, c'est le langage. Et donc, quand on veut faire le changement, il faut pouvoir s'appuyer sur un système de distribution, un last mile distribution system, sur lequel l'ensemble des acteurs, et effectivement, je rejoins le professeur qui parlait de la logique un petit peu du village, mais en tout cas, il y a la nécessité de conduire le changement psychologiquement. Et cette nécessité de conduire le changement, elle nécessite des entrepreneurs ruraux qui ont la connaissance de la culture, la compréhension des dynamiques locales et qui peuvent porter ce changement en toute confiance. La réalité aujourd'hui, c'est que l'émergence de cette classe entrepreneuriale rurale existe au Maroc par tout l'effort du plan Maroc vert et tout l'effort aujourd'hui de Generation Green qui centre sur cette classe moyenne connectée et qui doit porter le changement, mais insuffisamment dans les autres pays et même, j'ai envie de dire, inexistante dans certains qui se réduisent effectivement, comme vous le dites,
à finalement un trust de certaines corporates qui vont venir plus ou moins travailler les terres et exporter souvent le fruit de ces terres-là. Est-ce que le savoir-faire est exportable? Est-ce qu'on peut aussi envisager qu'il y ait une approche, nous ne dictons pas d'approche pour les pays africains, ils ont assez de matière grise justement pour penser leur stratégie, mais est-ce que vous pensez qu'il y a affaire à développer dans ce sens entre bien sûr le Royaume du Maroc et d'autres pays africains qui sont, où la ressource est là, les terres sont là, la ressource humaine est là, et il manque peut-être juste ce déclic-là, peut-être en s'inspirant de stratégies telles que Génération Green qui est maintenant en cours ou sa prédécesseur de Plan Maroc Vert? Alors, le savoir-faire est exportable quand on arrive avec la bonne posture. L'agronomie, c'est aussi l'humilité, c'est-à-dire le poids des conditions, de la variabilité du spécifique de l'agriculteur, de sa tactique, de sa volonté. Et donc, c'est exportable quand on compose avec humilité, qu'on construit par la science, mais avec la prise en compte que l'objet de l'étude, c'est pas seulement la parcelle et la culture, mais c'est aussi l'agriculteur. Et je pense que dans ces conditions-là, oui, ça l'est. D'ailleurs, vous avez commencé par évoquer un rapport qui avait été produit sous la supervision de feu Kalestouch Zuma, qui était professeur à l'université d'Harvard et qui avait écrit un livre qui s'appelle The New Harvest, qui justement décrit comment l'Afrique peut faire sa révolution verte par un partage des meilleures pratiques africaines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous êtes en Égypte, la productivité des céréales, certes on est en irrigué, mais c'est du 8 tonnes hectares. Et quand vous êtes sur d'autres pays, même en irrigué, ils n'arrivent pas à faire 4 tonnes hectares. C'est-à-dire que si on arrive à faire émerger la meilleure norme africaine, on ne parle pas de normes étrangères, mais si on arrive à faire émerger la meilleure norme africaine, toute chose comparable par ailleurs, l'Afrique est autosuffisante. Et d'ailleurs, elle est loin de l'autosuffisance, pardon. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui sont importés en denrées alimentaires chaque année par les différents pays du continent. Le Maroc ne fait pas d'ailleurs exception. Il importe aussi, notamment en céréales. L'Égypte, on l'a vu d'ailleurs avec la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les voyants étaient au rouge. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à ce que vous dites, grâce à cette alternative-là, on sera capable, et à quel horizon, d'être autosuffisant et d'aboutir à cet objectif commun de la sécurité alimentaire, je dirais même plus, et je pousserai plus la réflexion à la souveraineté alimentaire pour que les 60% de terres arables dont nous parlions plutôt soit finalement optimisé pour les Africains. Alors, après, on ne parle pas d'autres diplomaties agricoles, d'autres puissances mondiales. Bien sûr. Déjà, certains pays sont autosuffisants. Le Mali est autosuffisant en riz. La Zambie est autosuffisante en maïs. Donc, l'Afrique n'est pas dans une réalité uniforme de manque de production. Il y a des pays qui ont réussi. Effectivement, c'est lié à des dynamiques aussi de consommation, c'est-à-dire que la production est autosuffisante au vu d'une consommation qui est moindre par personne et en global, mais il y a des pays qui sont autosuffisants. Il y a surtout des pays qui ont des niveaux de productivité qui sont équivalents à des niveaux de productivité sur certaines cultures de pays du Nord, sur certaines régions aussi, sur certaines régions de production de riz paddy ou sur certaines régions en Afrique australe de production de maïs. Donc la réalité, c'est que ce portrait d'une Afrique chroniquement, on va dire, défaillante, il n'est pas réel. C'est vrai que macroéconomiquement et en tendance générale, on importe 50 milliards de dollars et que finalement, à l'échelle globale, mais qu'à une échelle locale, il y a des expériences qui montrent que c'est possible. Et d'ailleurs, le Maroc, quand il fait une année climatique, et le sujet du changement climatique, je pense, n'a pas été suffisamment évoqué parce qu'il est encore plus essentiel quand on parle de technologie. Parce qu'on n'est plus juste d'en produire. On est produire face à une consommation qui est galopante et produire face à un enjeu climatique qui met en risque les rendements. Mais le sujet qui est celui finalement de l'autosuffisance et le sujet qui est celui finalement du partage de la bonne pratique, je pense. Et vous avez fait référence à la publication sur les drones, transformer l'agriculture, publication qui a donné d'ailleurs sur laquelle l'Union africaine, le Conseil exécutif de l'Union africaine a émis une décision qui exhorte les pays membres à encourager la technologie du drone. Il faut savoir qu'en 2016, il y avait des producteurs marocains qui utilisaient déjà les drones, au moment où ces drones-là n'étaient même pas utilisés dans des pays du Nord. Et donc, il y a une technologie, il y a une capacité d'adaptabilité, il y a des écoles agronomiques marocaines qui sont performantes et qui ont la connaissance du terrain et la velléité d'aller, en quelque sorte, l'appréhender et de lui apporter un savoir-faire en toute humilité. Et il y a surtout aujourd'hui une dynamique, on va dire,
politique institutionnelle qui est essentielle, qui est la nécessité pour cette Afrique de se nourrir au vu de la croissance de sa consommation et au vu de sa jeunesse aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que les ressources humaines, effectivement, il y a des problématiques aujourd'hui de formation et il y a énormément d'efforts à faire à ce niveau-là. Mais en réalité, aujourd'hui, quand on a un continent pour lequel ce secteur emploie 70% de la population, il faut bien qu'à un moment, les jeunes s'intéressent à cette activité-là. Merci. Mais vous les représentez que si bien. Merci beaucoup, Hamza Kha. Shaha, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Ali El-Harichi. Mais merci à vous également, Dr Halim. Merci d'avoir été avec nous. Nous reviendrons certainement sur les recommandations de ce sommet africain sur les engrais lors d'une prochaine émission. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.